Dans l'immensité de l'océan, là où les courants dictent la chute des rois autant que leur ascension, une loi demeure immuable. Nul soleil ne peut briller éternellement sans connaître les affres du crépuscule. Depuis l'éveil de Nika, le récit semble flotter dans une ivresse de liberté, une ascension si insolente qu'elle en devient suspecte. Mais derrière l'éclat de cette toute-puissance, Eiichiro Oda a discrètement disposé la pierre angulaire d'un désastre imminent. Ce que beaucoup ont pris pour une péripétie légère dans un château de blocs sur Elbaf n'est en réalité que le foreshadowing d'un séisme narratif. Nous ne sommes pas face à une simple escale, mais devant le prélude d'un Shabodi 2.0 où les rires du dieu soleil s'apprêtent à s'étouffer dans le silence de l'abîme. Comment le maître du récit a-t-il pu, en seulement 5 chapitres, sceller la destinée de la saga finale? Pourquoi l'invincibilité de Nika doit-elle impérativement se briser contre le mur de la réalité pour que la menace d'Imu conserve son poids de terreur? Aujourd'hui, alors que les échos du passé résonnent avec une intensité nouvelle, nous allons déchiffrer le code secret dissimulé derrière Legoland. Préparez-vous à plonger dans l'obscurité, car avant de porter la couronne ultime, le dieu du soleil doit d'abord apprendre que même les divinités peuvent saigner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous aimez décortiquer les fils invisibles tissés par Oda et plonger dans les théories les plus audacieuses, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Installez-vous confortablement et analysons ensemble comment l'ultime adversaire du manga, sombre et audacieux, s'apprête à nous montrer de quoi est capable un véritable dieu. 800年前に世界を海に沈めた古代兵器は今もなお現存し、それらは再び起動の時を待っておるのじゃ。つまり空白の100年に起きた巨大な戦いはまだ終わってはおらんのだ。 Après le séisme médiatique provoqué par le message posthume de Vegapunk et la déroute d'Egghead, le monde ne ressemble plus à celui que nous connaissions. Les fondations même de l'ordre mondial vacillent, les eaux montent, la vérité sur le siècle oublié commence à s'infiltrer dans les consciences, et le gouvernement mondial semble perdre le contrôle de l'histoire. C'est dans cette atmosphère que les chapeaux de paille ont enfin posé le pied sur Elbaf, la terre des géants. Mais ce qui devait être une terre de célébration et de retrouvailles s'est transformé en un terrain de chasse oppressant. Entre l'apparition de Loki, la découverte des derniers secrets d'Ohara jalousement gardés, le flashback de Rox et l'arrivée des chevaliers divins, Elbaf est devenu l'épicentre d'une guerre idéologique totale. Pourtant, la menace la plus terrifiante ne vient pas des côtes de cette île, mais du haut du trône vacant. Pour la première fois depuis 8 siècles, Imu a quitté l'ombre de Marie-Joie pour agir directement. Alors que Luffy savoure sa liberté sous la forme du dieu soleil Nika, il ignore encore que son plus grand prédateur vient d'entrer dans l'arène, bien décidé à éteindre la lumière qui menace de consumer son empire millénaire. Bien plus qu'un simple incident de parcours, un échec narratif sur Elbaf constitue le levier crucial pour briser l'impression d'invincibilité liée au Gear 5 et réinjecter dans l'ultime saga le poids dramatique que réclame un adversaire de la carrure d'Imu. Tout d'abord, on va commencer cette analyse avec le fait qu'Oda s'appuie régulièrement sur sa tradition de la première rencontre avec un ennemi majeur pour stopper l'élan de Luffy et redéfinir la hiérarchie de puissance. À Alabasta, Luffy pense pouvoir renverser Crocodile grâce à sa ténacité habituelle, pourtant il finit transpercé et enseveli dans les sables du désert. L'enjeu réside ici dans la démonstration de la suprématie des Logia et des grands corsaires, obligeant Luffy à chercher un moyen plus ingénieux pour triompher, notamment par l'usage du sang et de l'eau. Sur Water 7, Luffy et Zoro se font totalement surclasser par Lucci, ce qui engendre un sentiment de détresse profond juste avant que les gears de Luffy ne fassent leur apparition pour renverser la situation. Sur Wano, Luffy, dont la prime vient tout juste d'atteindre 1,5 milliard, se fait balayer par un unique coup de Kanabo asséné par l'empereur Kaido. Le but est alors de prouver que le statut d'empereur se situe dans une dimension à part, et de poser les bases d'une montée en puissance nécessaire qui se concrétisera plus tard via l'évolution du haki de l'armement, du haki des rois, et surtout par l'éveil de son fruit du démon. Dans le cas d'Elbaf, Imu trône au sommet en tant que roi du monde. Obtenir une victoire ou même faire match nul dès sa première intervention réelle rendrait sa menace totalement insignifiante. Une défaite cuisante s'avère impérative pour que le lecteur ressente l'effroi authentique que doit inspirer le gouvernement mondial, et c'est précisément cette voie que l'auteur semble emprunter dans le chapitre 1180. Le personnage d'Imu a été présenté dans le secret de l'intrigue il y a maintenant environ 8 ans. Dans la gestion de la cadence narrative, un auteur n'impose pas une attente aussi prolongée à ses lecteurs pour que le danger s'évapore dès son premier véritable acte de présence physique. Ensuite, la légitimité d'un opposant repose sur sa force. Un ennemi qui subit un revers dès ses premiers pas voit son aura s'évaporer sur le champ. Pour qu'Imu s'impose véritablement comme la menace suprême, il doit impérativement marquer les esprits par un coup d'éclat dramatique contre les chapeaux de paille.
Sans cela, l'intérêt se déplacerait tout de suite vers Barbe Noire comme l'unique concurrent de poids. Imu serait alors réduit au rang de simple obstacle de transition, ce qui représenterait une erreur majeure pour l'évolution d'un personnage censé dominer le monde depuis le trône vacant. Ensuite, l'intérêt scénaristique d'un échec réside avant tout dans sa capacité à préserver le suspense. Car une réussite trop hâtive briserait net toute tension dramatique. Une chute sur Elbaf remplirait ainsi plusieurs fonctions vitales pour le récit, à commencer par un effet Sabody 2.0. Tout comme leur déroute sur Sabody avait humanisé les protagonistes, ici, un revers viendrait rappeler que malgré l'extravagance et la liberté totale du Gear 5, il subsiste tout de même une autorité capable d'éteindre cette flamme. L'éveil de Luffy se manifeste comme le symbole d'une libération absolue, de la félicité et du rayonnement, alors qu'Imu incarne le trône souverain, l'énigme et l'obscurité la plus dense. Pour que le choc final possède une véritable portée dramatique, Luffy doit s'apercevoir que sa force bute sur un obstacle face à Imu. Une défaite ici devient dès lors la leçon nécessaire pour qu'il se prépare à défier l'individu qui a rayé le siècle oublié de l'histoire. Finalement, si Luffy venait à tomber, cela calmerait la situation trop tôt. Le scénario a réellement besoin de ce désordre total pour monter vers son point culminant. Et c'est ce chaos qui mènera à la gigantesque guerre finale que Barbe Blanche avait annoncée par le passé. Avant de continuer, il est crucial de comprendre comment Oda a toujours été un architecte narratif. L'auteur a très souvent utilisé des mécaniques miroirs dans son manga, que ce soit entre différents arcs comme le parallèle frappant entre Alabasta et Dressrosa, entre les époques à travers le concept de volonté héritée, ou même de manière plus technique en jouant avec la numérologie de ses chapitres pour introduire des évolutions identiques comme la symétrie entre l'activation du Gear Second et celle du Gear Force par exemple. Pour continuer, il est donc crucial de comprendre comment Oda a continué d'instaurer ce genre de structure dans son récit, mais cette fois-ci au sein d'une seule et même épopée, où le prologue préfigure la fin comme une fractale narrative, un échantillon réduit contenant toute l'ADN de l'histoire à venir. Une structure qu'on appellera le modèle du prologue miroir, qu'Oda a commencé à introduire sur Wano. Bien que l'intrigue principale de Wano porte sur la préparation du raid sur Onigashima, les 10 premiers chapitres sont consacrés à une aventure déconnectée. Luffy est dans Tama en battant Oldem à Bakura pour apporter de la nourriture aux villageois. Cette section contraste avec la future complexité de Wano. Alors que la suite de l'arc multiplie les fils narratifs et les coupures de scène, ce prologue, simple et léger, rappelle le style d'Ice Blue. Oda semble avoir volontairement mis de côté ces chapitres pour tester une structure où une miniature de l'histoire annonce l'intrigue globale. Dans le conflit global de cet arc, le peuple de Wano est affamé par les oppresseurs, représentés par Orochi certes, mais surtout l'équipage des 100 bêtes qui règne depuis Onigashima, un domaine séparé. Les héros mènent un raid, battent les oppresseurs et rendent les ressources au peuple. Dans le miroir de Bakura, le village est affamé par les oppresseurs représentés par Oldem et les gifters qui règnent depuis Bakura. Les héros attaquent, battent les oppresseurs et rendent les ressources. Notons d'autres parallèles qui ont été faits avec Oldem qui prend Tama en otage avant le raid, comme Kaido le fera avec Momonosuke, ou encore avec le combat final où Oldem utilise une attaque de feu que le point de Luffy traverse. Cela préfigure exactement le choc final entre le feu de Kaido et le point de Luffy à la fin de l'arc. Pour ce qui est d'Elbaf, l'intrigue de Legoland semblait initialement sans conséquence, au point que certains lecteurs théorisaient sur une hallucination. Cependant, la révélation tardive d'Imu comme boss final de l'arc recontextualise le tout. Legoland est une bulle narrative où un dieu maléfique contrôle des poupées dans un monde miniature ressemblant à Elbaf. Dans ce prologue, Road joue pour Elbaf le même rôle que Oldem pour Wano. Il représente le futur antagoniste. Le parallèle entre Road et Imu s'établit d'abord à travers un discours identique. Tous deux revendiquent un contrôle absolu sur un monde dont les habitants ne sont, à leurs yeux, que de simples poupées. Cette analogie s'étend à l'origine de leur fureur, déclenchée par l'incendie de leurs domaines respectifs. Marie-Joie pour l'un, le temple sacré pour l'autre. Enfin, cette ressemblance est scellée par un mépris commun envers l'incompétence de leurs subordonnés, qu'il s'agisse des chevaliers divins ou des bêtes géantes, tous sont blâmés pour n'avoir su contenir l'insurrection. Dans tout cela, il y a le cas particulier de Chopper qui est détenu comme un prisonnier spécial à Legoland. Cela pourrait indiquer qu'Imu visera Chopper spécifiquement, peut-être en raison d'une importance cachée liée à son fruit du démon qui semble être le contre naturel à celui de ses pouvoirs. En suivant la structure de Legoland, nous pouvons esquisser la fin d'Elbaf. Une phase d'exploration, la défaite des serviteurs, puis la descente de Dieu pour punir les héros alors que la terre est en flammes. À Legoland, les Mugiwara s'échappent. Cela suggère qu'Elbaf pourrait se terminer par une fuite plutôt qu'une victoire totale, tout comme ce fut le cas sur Egghead, Imu étant beaucoup trop puissant.
Dans la mythologie nordique, la guerre finale commence quand l'arbre Yggdrasil brûle. La fuite des héros face à un arbre d'Adam en flammes pourrait signaler le début de la guerre finale. Cela correspond également très bien à l'idée que Imu cherche à éradiquer définitivement toute trace du siècle oublié. Puisque Elbaf est devenue la véritable bibliothèque spirituelle du monde en recueillant les savoirs sauvés d'Ohara, sa destruction représenterait bien plus qu'une simple défaite militaire pour les Mugiwara. Ce serait une tragédie idéologique. En frappant l'île des géants, Imo ne vise pas seulement à neutraliser un empereur, mais à parchever l'œuvre entamée lors du Buster Call d'Ohara en annihilant les derniers vestiges du passé. Dès lors, la fuite des chapeaux de paille changerait radicalement de sens. Ils ne courraient plus seulement pour leur survie, mais pour protéger une vérité fragile qu'ils n'auraient pas encore eu le temps de déchiffrer. Ensuite, la fin de Legoland voit Rhodes vaincu par un éclair géant lancé par Nami. Thématiquement, cela pourrait préfigurer le rôle de Loki, qui a une rancune personnelle contre Imu, qui a causé la mort de son idole Rox et de son père Harald. Si le faux dieu a été vaincu par une humaine utilisant la foudre, peut-être que le faux dieu mondial ne peut être que freiné par un géant d'Elbaf. L'objectif ne sera pas de vaincre Imu définitivement, mais de gagner du temps pour permettre l'évasion des Mugiwara. La fin de Legoland reste nuancée, oscillant entre fuite et victoire partielle de façon similaire à Whole Cake Island. Cependant, One Piece atteint son apogée quand les protagonistes ressentent le point de l'échec. Par conséquent, une défaite face à Imu à Elbaf est cruciale pour l'enjeu de la saga finale. En définitive, l'arc d'Elbaf s'impose comme le pivot dramatique indispensable de l'ultime saga. Car en s'appuyant sur le modèle du prologue miroir, la parenthèse de Legoland semble nous livrer la feuille de route du chaos à venir. Une confrontation où la liberté insolente du Gear 5 se heurte frontalement à la froide autorité du trône vacant. Un échec narratif remplirait 3 fonctions vitales pour le récit. Restaurer la stature de menace absolue d'Imu après 8 ans d'attente en brisant l'illusion d'invincibilité de Luffy. Imposer un sacrifice idéologique par la destruction potentielle d'Elbaf, sanctuaire des savoirs d'Ohara. Et enfin, servir de détonateur au Ragnarok mondial. À l'image de l'arc Sabaody, ce revers ne constituerait pas une fin, mais le signal de départ nécessaire de la grande guerre finale. Car pour que le triomphe ultime de Luffy possède la résonance d'une véritable libération, le futur roi des pirates doit d'abord éprouver les limites de son éveil face à l'obscurité souveraine d'Imu avant de pouvoir définitivement faire lever l'aube sur le monde.